5, 7, 2, 5, 7. Quand on vous propose du pognon, vous le prenez. C'est comme ça, c'est tout, c'est la règle, c'est simple. Putain, moi je veux bien être malhonnête, mais on m'en donne pas les moyens, qu'est-ce que je peux y faire? C'est du journalisme total. Putain, je suis un traître. L'important, c'est de se gaver pas mal, et ça, c'est capital. Lorsque j'ai lu dernièrement que Disney rachetait 21 Century Fox pour 52 milliards de dollars, je me suis demandé combien de fois l'ordre de virement fut-il relu, tant aligné 9-0 derrière un nombre est difficile à suivre pour les yeux. Et puis, j'ai réalisé que si la vie était un jeu vidéo, alors tout le monde s'accorderait à dire que le gameplay manque d'équilibrage. Ici, en ce qui concerne l'économie. Plus un groupe est gros et plus il peut s'acheter d'autres marques, jusqu'à devenir si puissant que l'existence d'autres marques similaires soit remise en question. Un manque d'équilibrage qui crée une centralisation des marques et donc une centralisation des richesses. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Un manque d'équilibrage si bien connu qu'il existe des instances de régulation de la concurrence en guise de patch au cas par cas. Et ce sont ces instances qui auront plus tard le dernier mot pour valider ou non ce rachat titanesque par Disney aux USA. Il faudra donc attendre 2019 pour le verdict définitif. Mais puisque les autorités américaines viennent de refuser à Warner de fusionner avec le groupe télécom AT&T, on peut parier un billet sur le fait que Disney n'aura pas le droit d'acheter tout Century Fox et qu'il devra renoncer à certaines chaînes. Il n'empêche, avec ce rachat, le très mainstream Disney prend le contrôle d'une immense liste de nouveaux contenus, qu'il n'est pas utile d'énumérer ici. Mais sachez que, bien calé devant votre concours annuel de beauté calibrée, c'était un peu Disney, désormais, que vous regardiez au travers de la cérémonie Miss France 2018. La centralisation n'est pas en soi une volonté de manipulation. C'est la résultante des règles du jeu, un game design qui cause des empires de plus en plus spectaculaires d'un point de vue du consommateur. Quel que soit le domaine qui vous intéresse, vous trouverez alors toujours de quoi le constater. Volkswagen c'est Audi, Coca-Cola c'est Fanta, Castorama c'est Brico Dépôt, Paris Match c'est Europe 1, Webedia c'est... Alors ça vous le savez, je vous connais désormais. Voilà l'état d'esprit dans lequel j'ai accueilli une autre information concomitante, à savoir que la neutralité du net était destituée aux USA. Ainsi, mon inquiétude à propos de la fin de la neutralité du web n'était pas tant du fait qu'elle offrait la capacité technique de mettre de nouveaux péages, que du contexte de grande centralisation dans lequel cette non-neutralité allait pouvoir s'exercer. C'est-à-dire du fait que les priorités réseau seront décidées par des groupes qui ont la main mise sur d'autres secteurs. Imaginons, dans le cas français, SFR pourrait être tenté de désavantager le débit des sites qui font concurrence à ses propres sites d'information, lui qui possède BFM TV, L'Express et Libération. Et si la neutralité du net n'était plus une obligation en France, il n'y a aucune raison pour le FAI Orange, qui vient de lancer sa banque en ligne, de ne pas privilégier ses services en dégradant ceux des autres. Le PDG d'Orange, qui s'affichait dernièrement à la télé comme tout à fait favorable à la fin de la neutralité du net. Les Américains sont en train d'avancer vers ce qu'on appelle la fin de la neutralité du net. Est-ce que pour valoriser ces réseaux, Stéphane Richard, ces fameux réseaux-là qui sont aujourd'hui votre mine d'or, vous réfléchissez vous aussi à un Internet à plusieurs vitesses ? C'est une obligation. Avec comme étonnant argument pour sa paroisse, la lointaine nécessité d'un réseau performant pour les voitures connectées. À y repenser, il faut dire que le président d'Intel France, lui, est formel. Nous estimons qu'1 million de voitures autonomes sur les routes exigeront autant d'échanges de données que 3 milliards de personnes connectées sur leur smartphone ou leur tablette. Voilà donc ce qui laisse rêveur Orange, quitte à renier son positionnement historique évoqué en 2011. Et quelle est votre position à vous en tant que patron du premier opérateur français sur la neutralité du net? Est-ce que vous pensez qu'on doit garantir une neutralité absolue? La valeur de base de la net neutralité qui est la non-discrimination des contenus fait partie, nous, vraiment de nos valeurs profondes, j'allais dire de notre serment d'Hippocrate. Vous savez, nous on vient des PTT, et les PTT c'est basé sur une notion simple qui est le secret des correspondances. Donc la net neutralité pour nous c'est une valeur intangible. Dans un monde où les valeurs morales des grands groupes s'ajustent en fonction de leurs intérêts, erreur fondamentale que de leur laisser les clés d'un Internet à 2 vitesses.
Le 17 décembre dernier, le développeur indépendant Burak Kurku dénonçait sur Twitter le plagiat de son jeu mobile Sterops par Yuri Sanakev. Bon écoute, je vais essayer de parlementer avec lui, puis au pire, je lui fais un chèque de dédommagement. Jean-Claude, quoi? Prends le stylo au cas où. Oh le carnage. Un développeur indépendant qui a fait publier son jeu Stairs par l'éditeur Ketchup. Il est vrai que les points communs entre ces deux titres sont frappants. Du nom au gameplay, en passant par la patte graphique ainsi que la date de sortie, les App Store sont déjà pleins de jeux qui se ressemblent, déclarait un des cofondateurs de Ketchup au Figaro en 2015, qui attirait alors son attention sur la forte ressemblance entre Skyward, publié par Ketchup, et Monument Valley. Si la mauvaise foi des frères Morcos face à leur clone n'est plus à démontrer, il est triste de voir qu'Ubisoft, qui leur a ensuite racheté Ketchup en septembre 2016, ne mette pas un frein à cette pratique. Une pratique pourtant à l'opposé de la ligne éditoriale d'Ubisoft, mais depuis qu'il en est le propriétaire, une pratique dont la responsabilité revient à Ubisoft. Le respect de la propriété intellectuelle est un sujet préoccupant pour le jeu vidéo car ce respect y est quasiment inexistant. C'est ce que rappelait récemment Brendan Green, le développeur derrière le titre à succès PUBG. Certains jeux incroyables passent complètement inaperçus, et quelqu'un peut prendre l'idée, obtenir un budget marketing et en faire un succès massif à partir d'une idée piquée à quelqu'un. Je pense que l'industrie doit vraiment se pencher sur le sujet. Il est question de protéger le travail d'artistes. Le sujet est complexe car le jeu vidéo se compose d'un logiciel, de graphisme, d'un game design, d'un scénario, de composition musicale, d'un titre, de noms de personnages, tous ces éléments étant soumis à un régime juridique différent. Si la jurisprudence française semble vouloir encadrer le jeu vidéo dans la catégorie des œuvres de collaboration, le droit international, lui, n'a pas tranché. Et il restera encore à convaincre les plateformes de distribution comme Apple Store ou Google Play d'appliquer cette réglementation. Et ce n'est pas une sinécure.